Bonjour, je voulais vous parler d'un livre qui s'intéresse à l'infidélité. Euh, Docteur Christophe Fauré, dans le livre Est-ce que tu m'aimes encore, en sous-titre Se reconstruire après l'infidélité. Je le recommande à tous les infidèles et à tous les trompés, car ce livre dédramatise, démoralise et donne des pistes précises pour se reconstruire quand on veut rester dans notre couple. Euh, L'auteur nous donne la définition de la fidélité en s'inspirant d'une psychologue américaine. Il existe un secret autour de cette relation. Pour qu'il y ait infidélité, il faut un secret, il faut une implication émotionnelle de la part de l'infidèle. Il existe une alchimie sexuelle entre les deux personnes et ce n'est pas forcément lié au passage à l'acte. Il n'y a pas forcément besoin de rapports sexuels. Les relations virtuelles peuvent finalement être considérées comme une infidélité, d'où le fléau qu'il y a actuellement autour des réseaux sociaux, autour des sites de rencontres, sans qu'il n'y ait forcément de rencontres réelles. Ça peut être considéré par les thérapies de couple et les personnes qui sont trompées comme une véritable infidélité, même s'il n'y a pas eu de passage à l'acte. C'est ça qui est assez nouveau, vu qu'il y a 10, 20 ans, ça n'existait pas forcément. Bon, on faisait autrement, hein. On écrivait de langoureuses lettres d'amour où on passait des heures au téléphone avec quelqu'un, même si on n'allait jamais coucher avec. Euh, Ce qui est important, c'est que dans ce triangle de l'infidélité, euh, chacun veut être aimé et aimer également. C'est-à-dire, il s'agit toujours un peu d'amour finalement. Soit qu'on manque de considération dans son couple, soit que on n'arrive pas à exprimer ses pulsions d'amour, donc on a besoin de les déplacer sur quelqu'un d'autre. Euh, ou alors on ne reçoit pas sa dose de tendresse dans le couple, donc pareil, on va la chercher ailleurs. Euh, Ce que dit l'auteur d'intéressant, c'est que si des cas d'infidélité répétés vont conduire à la rupture définitive, ce n'est pas le cas de figure le plus fréquent. C'est-à-dire que souvent les gens vont tromper une fois, 2 fois maximum. Il y a toujours un réel espoir de réconciliation et de reconstruction après une crise majeure telle que une infidélité au sein du couple. Effectivement, il ne faut pas que ce soit une infidélité qui ait duré trop longtemps, avec beaucoup trop de peut-être trop de sentiments, trop d'espoir d'un nouveau projet de vie, parce que là ça ne peut plus marcher. Mais si c'est considéré comme une crise existentielle au niveau du couple, un message à faire passer à l'autre qu'on n'a pas su faire passer autrement, il y a peut-être un espoir de reconstruction. Ce que recherche la personne infidèle, c'est de se sentir écoutée, de se sentir renaître, hein, de se sentir différente. Elle redécouvre des aspects oubliés ou inconnus d'elle. Cela produit une grande excitation, un souffle de liberté qui ravive en elle ce que le couple a éteint. La fusion des premiers regards, les conversations interminables, la découverte de mille et une affinités. Le changement produit est tel que la personne trompée s'en aperçoit. Oui, elle s'en aperçoit parce qu'il y a un changement au niveau des vêtements, de la coiffure, de l'allure, de l'humeur de celui qui trompe. Euh, alors, l'auteur aborde aussi le secret. Faut-il se taire quand on trompe? Eh bien, en général, cela va protéger la personne trompée. Ce qui est embêtant, c'est que quand la personne trompée s'en aperçoit, elle se sent manipulée puisque l'autre ne lui a rien dit. Il lui aurait fait volontairement du mal. Alors que la personne infidèle voulait simplement protéger son couple. Protéger son couple de la rupture car il sait très bien qu'il ne va pas aller partir avec l'amant ou l'amante. Il sait qu'il aime
la conjointe officielle. Donc c'est pourquoi on recommande même des fois de vraiment rien dire. Bien sûr, s'engager dans une relation extra-conjugale, c'est inviter le mensonge dans son existence. Et ce mensonge a un prix, celui de la culpabilité. L'infidèle n'est jamais serein. Le problème, c'est il vaut mieux se taire, car le conjoint trompé risque de ne jamais pardonner, et le couple ne pourra plus se reconstruire, ce qui serait quand même très dommage si l'infidélité n'avait pas comme signification la fin du couple, la mort du couple, mais un accident de parcours parce qu'on ne se comprend plus, on ne sait plus comment s'y prendre à deux, bien qu'il y ait beaucoup d'amour. La personne qui apprend l'infidélité, la personne qui est trompée, peut ressentir un véritable choc qui peut s'apparenter à un syndrome de stress post-traumatique, avec des pensées obsédantes, des ruminations, un stress chronique, une hypervigilance, une attitude d'évitement. Il peut y avoir des comportements addictifs comme l'alcool pour étouffer sa peine. Elle peut tomber dans la dépression par épuisement à cause des troubles du sommeil, avec insomnie, perte d'appétit, boulimie compensatoire, sentiment d'être constamment fatiguée, perte d'intérêt pour tout ce qui lui fait plaisir, tristesse accompagnée parfois d'idées suicidaires, perte de sens des choses et vision négative de l'avenir. Je ne pourrai plus jamais aimer. La colère est incontournable. Elle est une protection psychique contre l'impuissance et l'agression de l'infidélité. Les personnes les plus vulnérables sont celles qui souffrent d'une trop grande dépendance affective, avec à la base une perception négative et dévalorisée d'elles-mêmes. L'infidélité est alors la preuve qu'elles sont vraiment nulles et peu intéressantes. L'impact de cette infidélité est d'autant plus violent qu'il touche de profondes failles intérieures. C'est-à-dire que si vous avez des blessures d'enfance puissantes, vous avez beaucoup souffert enfant du lien avec vos parents qui s'est mal passé, vous allez d'autant plus ressentir l'infidélité comme quelque chose de traumatisant. Ensuite, l'auteur donne des conseils pour se réparer, se réconcilier, non, pardon, c'est pas le bon mot, reconstruire quelque chose après un tel choc, ce qui est quand même très 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 difficile, mais possible. On recommande de choisir l'aide d'une psychologue ou d'une psychanalyste, soit individuellement, pour la personne lésée, celle qui a été trompée, ça peut lui faire beaucoup de bien, parce qu'elle peut ainsi se reconstruire en investissant des domaines sur lesquels elle va sentir qu'elle a encore prise, auquel elle a été trompée, ça lui a échappé, elle n'a rien pu maîtriser. Pour le coup, là, elle perd pied, elle perd prise. Mais par contre, si elle se met à investir des domaines personnels à elle, dans lesquels elle a vraiment la maîtrise de la chose, ça peut lui faire beaucoup de bien à la reconstruction du self. Par exemple, se remettre au sport, ou à la musique, ou à la peinture, revoir des amis qu'on avait délaissés du temps du couple. Trouver auprès du thérapeute un espace pour comprendre ce qu'on est en train de vivre et exprimer nos émotions. Identifier ainsi nos propres besoins et y répondre le mieux possible, afin de restaurer l'estime de soi et de se recentrer sur nos désirs. Je peux aussi prendre soin de moi, il n'y a pas que mon conjoint qui a le droit de prendre du bon temps. Voilà, donc ça c'est très important. Ensuite, il est déconseillé d'en parler aux parents, à la famille proche, aux enfants. Pourquoi ? Parce que en cas de retrouvailles et de réconciliation, la famille, les parents par exemple, les parents de chaque membre du couple se seront arrêtés sur le désespoir et l'image du conjoint coupable et misérable que vous leur aurez dépeint. Donc impossible de leur sortir ça de la tête après. Donc il vaut mieux en parler à une psychologue qu'à vos amis, à vos parents, à vos enfants. Ça c'est sûr. Ça il faut éviter. Est-ce que la réconciliation est possible ? Eh bien,
ça dépend. Lorsqu'il s'agit d'une première infidélité, la personne trompée a réussi à contenir ses émotions destructrices. La violence verbale ou physique, la culpabilisation massive, le désir obsessionnel de vengeance. C'est-à-dire, oui, pour reconstruire le couple, il faut que la personne lésée, telle qu'elle a été victime de l'infidélité, ne soit pas dans ce déballage de violence, de culpabilisation à outrance, de désir de vengeance, parce que ça va abîmer encore plus le couple et ça ne peut pas marcher. Il faut aussi que la personne infidèle ait été vraiment honnête en faisant des aveux complets. C'est une marque de respect. Qu'elle ait exprimé des remords sincères pour la peine causée, mais vraiment sincères. Ce qui prouve son amour pour la personne lésée. Chacun a décidé de se réinvestir dans la relation et de collaborer pour trouver une issue favorable. Donc c'est un vrai travail de reconstruction à deux où on est partenaire. On lutte à deux contre cette chose qui est l'infidélité. Ils ont cherché à comprendre ensemble le sens de la relation extra-conjugale, avec ou sans l'aide d'un thérapeute. Voilà, parce que des fois ça a un sens. Hein. Comme je vous disais au début, on ne se parlait plus, on s'était éloignés, on faisait chacun des choses de notre côté, jamais on se retrouvait ensemble, et finalement il n'y avait plus vraiment de vie de couple, par exemple. Ça peut être autre chose. Ça peut être après la naissance d'un enfant, le couple s'est complètement perdu également, se transformant juste en parent, et la femme ayant oublié qu'elle était désirable, et l'homme également. Ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être un choc dans le chômage qui peut créer une faille narcissique très importante chez la personne qui va chercher à se renarcissiser, à se redorer son blason en séduisant d'autres personnes. La personne infidèle accepte d'accueillir les émotions et les questions de la personne trompée avec patience et compréhension. Donc, il ne faut pas trop non plus que la personne trompée harcèle l'infidèle, mais il faut quand même que l'infidèle soit patient et puisse répondre au maximum de questions. Peut-être pas trop précise non plus sur les positions sexuelles ou je ne sais quoi. Et il y a tout un art peut-être aussi pour respecter l'autre tout en lui donnant les informations. En retour, la personne trompée renonce au harcèlement, aux reproches incessants et à la culpabilisation à outrance. En bref, reconstruire le couple est un travail de longue haleine qui doit utiliser les principes de la communication non violente, Marshall Rosenberg, qui est de... En fait, je vous donne les principes, les voici. Reformuler ce que l'autre vient de dire afin de s'assurer qu'on a bien compris ce qu'il a dit. Donc, on reformule. Donc, je t'entends me dire que tu es très affecté parce que ça te rappelle quand ton père trompait ta mère, par exemple. Voilà. Énoncer ce que l'on ressent en disant je plutôt que de recourir au tu, puisque le tu tue, c'est-à-dire que le mot tu va tuer quelque chose. Il faut éviter de dire tu quand on parle à l'autre, au lieu de lui dire tu n'es jamais là, lui dire par exemple je suis malheureuse parce que je te vois pas beaucoup, j'ai l'impression que tu ne rentres pas souvent à la maison suffisamment tôt et j'en souffre beaucoup. Enfin voilà, vous voyez la différence. Le tu qui condamne et juge et contraint l'autre à se mettre sur la défensive en fait. Quand vous dites tu, l'autre il se sent attaqué. Alors expliquer ce que l'on ressent sans supposer que l'autre comprend nos émotions et ressentis sans qu'on ait besoin de lui en parler, il n'est pas devin. Oui, il faut vraiment expliquer vos besoins, expliquer vos émotions. L'autre ne peut pas savoir ce que vous ressentez. Il n'est pas dans votre tête. Et ensuite, il propose une liste de questions pour travailler sur les questions de la fidélité dans le chapitre « Les étapes de la reconstruction. Comment se parler de façon constructive ». Voilà. Donc c'est un livre, certains patients m'ont dit qu'il était très dur.
qu'il ne l'avait pas du tout apprécié. Il faut effectivement être ouvert d'esprit et je pense euh, lucide en fait. L'amour toujours, des fois ça n'existe pas. Donc il faut pouvoir se dire qu'un accident de parcours c'est toujours possible, mais que ça ne veut pas dire que c'est la mort du couple, qu'on peut encore reconstruire. Ou alors se quitter avec le plus grand respect. Voilà, merci, c'était un peu long aujourd'hui.